Coucou les poussins. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode Chair de poule spécial paranormal. Pour les gens qui ne connaissent pas encore, je vais vous raconter 3 histoires et vous allez devoir deviner quelle est celle que j'ai inventée. Je vous donne la réponse dans une autre vidéo 5 jours plus tard. Et le lien pour voter est disponible sous cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de mettre un commentaire et un j'aime sous mes vidéos. J'espère que ces 3 histoires paranormales vous plairont. Et c'est parti. Première histoire, énergie noire. C'est l'histoire de Kelly qui raconte que cet événement s'est passé il y a 5 ans environ. Elle précise que ça l'a beaucoup marqué et que depuis, sa vision des choses a beaucoup changé. Un après-midi après le boulot, elle est allée se balader dans les rues piétonnes de son quartier. Ce jour-là, il y avait plein de tentes et de stands installés dans une des plus grandes rues. En s'approchant, elle s'est aperçue que c'était en fait un immense vide-grenier. Ça faisait bien longtemps qu'elle n'en avait pas fait. La dernière fois remontait à l'époque où elle vivait encore dans sa ville natale et sa grand-mère adorait aller dans les brocantes acheter des objets anciens. Et Kelly l'accompagnait régulièrement. Nostalgique de ses souvenirs d'enfance, elle s'est mise à regarder les objets en vente. Au bout d'un moment, elle est tombée sur un stand qui vendait plein de bijoux anciens. Elle était particulièrement attirée par un collier en argent serti d'une pierre noire. Le vendeur, en voyant son intérêt pour le bijou, lui a dit « Ce sont des pièces uniques, vous savez. Tous ces bijoux ont été retrouvés dans une ancienne maison familiale qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Ce collier est serti d'une pierre appelée obsidienne noire. Vous pouvez l'essayer si vous voulez. » Kelly lui a répondu « Oh, super, merci !» En l'enfilant, Kelly l'a trouvé encore plus beau. Elle a dit au vendeur « Il vaut combien ?» Le vendeur a répondu 40 €. Mais comme je vois que vous avez un coup de cœur, je vous le fais à moitié prix. Kelly était plus que ravie. Elle trouvait ça chouette d'avoir maintenant en sa possession un objet unique, ancien et avec une histoire. Elle a continué par la suite à faire le tour des stands, mais n'a rien trouvé d'autre qui lui a tapé dans l'œil. Ce soir-là, Kelly a eu un sommeil assez agité. Elle s'est réveillée le lendemain plutôt fatiguée, et sur le chemin pour aller au travail, sa voiture est tombée en panne. Elle a donc dû appeler une dépanneuse et s'est rendue à son boulot en bus. Au cours de la journée, un collègue à elle a renversé son café brûlant sur sa robe. En rentrant chez elle, Kelly s'est dit que elle avait vraiment eu une journée de merde. Comme elle était assez crevée, elle s'est couchée un peu plus tôt ce soir-là. Dans la nuit, Kelly s'est réveillée en sursaut et elle était en sueur. Elle savait qu'elle avait fait un cauchemar, mais ne s'en rappelait plus. Le lendemain, sa voiture toujours au garage, elle a dû prendre à nouveau le bus. Elle raconte que comme le bus était assez bondé, elle a dû faire le trajet debout. À un moment, le bus a freiné d'un coup et Kelly, qui avait son téléphone dans les mains, l'a lâché pour se retenir à la barre. Lorsqu'elle a récupéré son téléphone, elle a vu que son écran était explosé. Kelly n'en revenait pas. Son téléphone avait une bonne protection et elle avait déjà fait tomber à plusieurs reprises auparavant sans jamais le casser. Elle commençait vraiment à en avoir marre. Et pour finir la journée en beauté, elle s'est pris le pied dans un tapis au travail et s'est étalée de tout son long devant ses collègues. Kelly dit qu'elle a passé une soirée plutôt calme, mais que sa nuit a été encore une fois agitée. Elle s'est réveillée plusieurs fois et s'est rappelée cette fois d'un des cauchemars qu'elle avait fait. Elle avait vu une vieille dame l'observer au coin de sa chambre et cette dernière s'était mise à hurler d'un coup. Kelly raconte que ça lui arrivait souvent de regarder des films d'horreur et que voilà, ça n'étonnait pas qu'elle fasse des fois ce genre de cauchemar. Le lendemain, encore plus épuisée que les jours précédents, elle s'est endormie sur son bureau au travail. Et au cours de cette sieste, elle a rêvé de la même vieille dame qui s'avançait vers elle avec un couteau. Et au moment où elle s'apprêtait à le lui planter dans son visage, Kelly s'est réveillée en sursaut en poussant un cri. Évidemment, tous ses collègues l'ont regardé bizarrement. Kelly dit que ça commençait à faire beaucoup et que ça lui arrivait jamais de faire autant de cauchemars d'affilée. Le soir dans son lit, Kelly avait peur de s'endormir, car elle craignait de faire encore des cauchemars. Le lendemain, n'ayant pas fermé l'œil de la nuit, elle a appelé son patron pour lui dire qu'elle se sentait mal et qu'elle ne viendrait pas au boulot aujourd'hui. Elle a passé la journée à somnoler devant la télévision. En fin d'après-midi, Kelly s'est rendue à son cours habituel de yoga en se disant que ça la détendrait de faire ça. En arrivant sur place, elle a aperçu Cindy, une élève qu'elle appréciait beaucoup et avec qui elle se mettait souvent en binôme. Après le cours, elles ont un peu discuté ensemble. Sauf qu'à un moment, Cindy s'est arrêtée de parler, a fixé Kelly dans les yeux et lui a mis une énorme gifle. Sous le choc, Kelly lui a hurlé. « Mais ça va pas ou quoi ? Pourquoi tu as fait ça ?» Cindy, choquée elle aussi, lui a répondu. « Oh mon Dieu, je sais pas ce qui m'a pris. C'est comme si ma main était partie toute seule. Oh, je suis vraiment désolée. »
Kelly, très énervée, lui a tourné le dos et est rentrée chez elle. Elle raconte qu'elle s'est endormie très vite ce soir-là. Mais une nouvelle fois, elle s'est réveillée en sursaut et a à nouveau rêvé de la vieille dame qui, cette fois-ci, s'avançait vers elle et lui plantait un couteau dans tout le corps. N'en pouvant plus, elle a appelé sa mère le soir même pour lui raconter tout ce qui lui était arrivé. Sa mère a essayé tant bien que mal de la rassurer, puis lui a demandé « Tu as fait quelque chose de différent? Ou est-ce que tu as vu quelque chose qui pourrait expliquer tes cauchemars ?» Kelly lui a répondu que non. Elle avait l'habitude de regarder des films d'horreur. Et en plus, ça faisait longtemps qu'elle n'en avait pas vu. Et puis même si c'était ça, cela n'expliquait pas toutes les merdes qui lui étaient arrivées. Après leur conversation, Kelly s'est mise à réfléchir. Puis elle a réalisé que ce qu'elle avait fait de différent, c'était aller au vide-grenier et acheter le collier. Elle n'était pas du genre à être superstitieuse, mais elle commençait à se poser plein de questions. Elle n'avait pas du tout enlevé le collier de son cou depuis son achat. Stressée par l'idée qu'il puisse être la cause de tous ses malheurs, elle l'a retiré et l'a posé sur la table de sa cuisine. Kelly a ensuite fait des recherches sur internet et a découvert que cela pouvait arriver, que certains objets ayant appartenu à d'anciens propriétaires par le passé puissent être maudits. Kelly, qui ne croyait pas en ce genre de choses, essayait de se raisonner en se disant que ça devait juste être un hasard. Le lendemain matin, toujours extrêmement épuisée, elle a appelé son patron pour lui dire qu'une nouvelle fois, elle ne se présenterait pas à son travail. Kelly raconte qu'elle avait la nausée tellement elle était épuisée. Mais voilà, voulant quand même reprendre des forces, elle a commencé à se cuisiner des œufs brouillés. Quelques minutes après, elle a entendu quelqu'un sonner à sa porte. Mais, en regardant à travers son judas, elle n'a vu personne. Puis d'un coup, elle a entendu un crépitement venant de la cuisine. Et en se retournant, elle a vu que sa poêle était en feu. Paniquée, elle s'est ruée vers sa cuisine pour l'éteindre. Elle a ensuite aperçu que le collier était posé juste à côté de la gazinière sur le plan de travail. C'en était trop pour Kelly. Elle est sortie de chez elle et a jeté le collier dans la poubelle commune. En rentrant chez elle, elle a réalisé que c'était peut-être une erreur. Elle s'est mise à repenser à tous les films d'épouvante qu'elle avait vus, où il disait de ne jamais se débarrasser d'un objet maléfique sans précaution. Kelly est allée le récupérer et a commencé à faire des recherches. Elle est tombée sur un forum qui parlait de ça, et plusieurs personnes conseillaient de se procurer de l'eau et du sel béni pour purifier l'objet maudit tout en y associant des prières. Et enfin, elle devait enfermer l'objet dans une boîte remplie de sel béni et l'enterrer dans une forêt. Kelly s'est donc rendue à une église pour faire bénir du gros sel et de l'eau et a suivi toutes les instructions à la lettre. Elle dit qu'après ça, elle n'a plus eu de mésaventures et de cauchemars. Depuis, elle n'achète plus de bijoux anciens ou tout autre objet dont elle ne connaît pas l'histoire. Deuxième histoire, paralysie mortelle. C'est l'histoire de Damien qui dit que ce terrible événement s'est déroulé il y a quelques années de ça, dans une ancienne maison. Un soir, alors qu'il dormait paisiblement dans sa chambre, il s'est réveillé en sursaut avec la sensation d'avoir une présence dans la pièce. 2 secondes plus tard, il a entendu le bruit de pas de quelque chose de petit. Damien avait l'impression que c'était son chat, car lorsqu'il l'a remarqué, il s'est arrêté, comme s'il s'était rendu compte que Damien avait remarqué sa présence. Et son chat avait l'habitude de faire ça quand il rentrait dans sa chambre. Damien, toujours sur le dos, a commencé à rouler sur le côté pour vérifier si c'était bien son chat, car il n'était pas censé être dans sa chambre. Mais, avant qu'il se soit complètement retourné, il a entendu son chat courir puis bondir sur le lit. Il a ensuite marché tout le long du corps de Damien et s'est assis sur son visage. Évidemment, Damien a voulu l'enlever de là. Il a donc levé les mains vers son visage et lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fous là, Milo ?» Sauf qu'au moment où il a voulu attraper son chat, il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Il s'est immédiatement levé et a allumé la lumière. Non seulement son chat n'était pas dans la pièce, mais la porte de sa chambre était fermée et verrouillée. Damien était vraiment confus, car il avait senti son chat marcher sur son corps et avait senti son poids sur lui. Il a donc regardé dans chaque recoin de sa chambre pour essayer de trouver son chat, mais Milo était introuvable. Damien précise qu'il laissait toujours son chat dans le salon la nuit, et qu'il y avait 2 portes entre sa chambre et le salon, et qu'il les fermait toujours à clé. Damien a donc conclu qu'il avait sûrement dû faire une paralysie du sommeil. Surtout que depuis qu'il habitait en cette maison, il en faisait régulièrement. Il s'est donc rendormi. Quelques heures plus tard, il s'est à nouveau réveillé en sursaut, avec encore la sensation qu'il y avait une présence dans la chambre. Une fois de plus, il a entendu des pas s'avancer vers le pied de son lit, sauf que cette fois, les pas semblaient plus lourds, comme les pas d'une personne. Damien se rappelle qu'il entendait le sol grincer sous les pas de la présence qui s'avançait vers son lit.
Le cœur de Damien s'est mis à battre à 1000 à l'heure. Une fois encore, il a commencé à se retourner, mais comme la présence précédente qu'il a pris pour son chat, la chose a couru d'un coup vers son lit, a sauté dessus et s'est mise à califourchon sur le corps de Damien, tout en grognant de façon bizarre, comme si elle prenait plaisir à faire ça à Damien. La présence a ensuite rampé vers le visage de Damien et a mis tout son poids sur son torse. Puis, elle a commencé à étrangler Damien. Damien dit que comme avec son chat, il pouvait vraiment sentir le poids de la chose sur lui. Il pouvait clairement sentir ses mains envelopper son cou. Et presque aussitôt, après avoir commencé à l'étrangler, la présence a hurlé. Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Damien avait l'impression que c'était la voix d'un homme, mais elle ne lui était pas familière. Il était paralysé par la peur. Et alors que la chose continuait de hurler tout en l'étranglant, il a repensé à l'expérience qu'il avait eue avec son chat. Il a alors réalisé que ces deux expériences étaient quasiment identiques. Tout ça ne peut pas être vrai. C'est sûrement encore une fois une paralysie du sommeil. Sauf que malgré le fait qu'il se dise ça, la présence était toujours là. Il a donc décidé d'arrêter de lutter et de relâcher son corps. Il s'est dit qu'au pire, il y avait réellement un intrus, et que si il se laissait aller, il penserait alors qu'il avait réussi à le tuer. Damien s'est alors complètement relâché, et quelques secondes plus tard, les hurlements, le poids sur sa poitrine et les doigts autour de sa gorge ont commencé à disparaître. Il a fallu 10 secondes en tout pour que toutes ces sensations disparaissent complètement. Damien s'est donc levé, a allumé la lumière, et encore une fois, il n'y avait personne dans la pièce, et sa porte était toujours fermée à clé. Terrifié, il s'est dirigé vers son salon. En entrant, il a vu son chat qui dormait sur son canapé. Damien s'est assis à côté de lui et s'est senti immédiatement apaisé en sa présence. Damien préfère penser que ce qu'il a vécu était en fait des paralysies du sommeil, sauf qu'il n'avait jamais eu ce genre d'expérience avant. Il dit qu'il en faisait régulièrement dans cette maison, mais que chaque fois, il réussissait à se réveiller, et que ça n'a jamais semblé aussi réel, et aussi, ça n'a jamais été aussi violent. Quoi qu'il en soit, cette expérience a énormément traumatisé Damien pendant plusieurs mois, car il a préféré dormir dans son salon les 3 mois suivants. Il dit qu'il n'a plus jamais vécu ça depuis, même en retournant dormir dans sa chambre par la suite. 3e histoire. L'ombre de ma fille. C'est l'histoire de Karen qui raconte que cet événement a eu lieu l'été 2017 au mois de juillet. Elle était venue passer la journée à la mer avec son mari, ses 3 filles et des membres de la famille de son mari. Ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas rassemblés tous ensemble. Karen dit que c'était la bonne période de l'année pour recréer des liens entre eux. En fin d'après-midi, sa seconde fille Louisa, âgée de 13 ans à l'époque, est venue la voir et lui a demandé « Maman, je peux rentrer à la maison ?» Karen dit qu'elle pouvait lire sur le visage de sa fille qu'elle était plutôt fatiguée et que, elle-même étant aussi assez introvertie, elle comprenait le fait que Louisa n'ait pas super envie de passer la soirée avec ses cousins qu'elle connaissait à peine et qui en plus étaient beaucoup plus âgés qu'elle. Karen lui a donc répondu « Oui ma chérie, pas de souci. Je vais prévenir ton père. » Karen précise qu'elle et son mari étaient venus en 2 voitures. Elle a donc pris la sienne et, en 5 minutes de trajet, elles sont arrivées à leur maison. C'est seulement une fois arrivées devant la porte qu'elles ont réalisé qu'elles n'avaient pas les clés. Karen raconte que c'est son mari qui avait les clés et qu'habituellement il y avait toujours un double caché sous une fausse pierre. Mais en voyant que la pierre n'était pas là, elle s'est dit que sa fille aînée, Rebecca, avait sûrement dû l'utiliser et l'avait encore une fois laissée à l'intérieur de la maison. Karen précise que voilà, le moment était mal choisi, mais que c'était déjà arrivé auparavant. Elle a donc demandé à sa fille Louisa. Tu peux aller à l'arrière de la maison et essayer de passer par la fenêtre de la cuisine. Normalement, elle est restée entrouverte. Les clés doivent sûrement être sur la table du salon. Pendant que Louisa se dirigeait vers l'arrière de la maison, Karen a appelé son mari au cas où Louisa ne puisse pas passer par la fenêtre pour que lui-même amène les clés. Mais malheureusement, il n'a pas répondu au téléphone. Encore une fois, elle dit que ça n'a pas inquiété plus que ça, car le réseau à la plage était assez mauvais. Elle s'est dit qu'il devait être occupé de toute façon. Alors qu'elle était en train d'appeler sa fille aînée, Karen a jeté un œil à travers la vitre à côté de la porte d'entrée, car celle-ci permettait d'apercevoir la cuisine. Elle a alors vu sa fille Louisa debout à l'entrée de la cuisine. À cause de la moustiquaire devant la fenêtre, elle ne pouvait apercevoir que sa silhouette, mais Karen dit qu'elle était sûre que c'était elle. Elle connaissait bien la morphologie de sa fille. Elle était petite comme elle et était très fine comme la mère de Karen. Elle pouvait la reconnaître à des kilomètres. Karen a donc crié. Bien joué Louisa. Tu peux aller récupérer les clés et venir m'ouvrir ? Mais Louisa n'a pas bougé. Karen dit qu'à cause de la façon dont se tenait Louisa, elle pouvait voir qu'elle regardait dans sa direction.
Au début, Karen s'est dit que Louisa devait peut-être être au téléphone. Sauf qu'elle s'est rendue compte que ses 2 bras étaient tendus le long de son corps. En plus de ça, Louisa avait une position très bizarre. Ses pieds étaient à une bonne distance l'un de l'autre et ses bras étaient légèrement relevés sur les côtés. Karen ne s'est pas tout de suite sentie mal à l'aise, mais elle était troublée par ce qu'elle voyait. Après plusieurs secondes à essayer de comprendre ce que faisait Louisa dans cette position, elle a crié. Louisa, tu m'entends? 5 secondes après, elle a vu Louisa courir vers elle de derrière la maison. En arrivant, elle lui a dit « J'ai pas réussi à rentrer à cause de la moustiquaire devant la fenêtre. J'ai pas non plus réussi à l'enlever. » Karen a fixé sa fille, sa véritable fille, pendant plusieurs secondes, l'air terrifiée. Ça va maman? T'as pas l'air bien. Karen dit qu'elle n'arrivait plus à parler. Elle sentait son corps tout entier commencer à trembler. Elle a lentement dirigé son regard vers la fenêtre et a à nouveau regardé à travers. Sauf que la chose qui était dans sa maison se trouvait maintenant dans le salon, se tenant toujours dans la même position et regardant toujours dans sa direction. Karen a senti un pic d'adrénaline monter en elle. Elle a tiré d'un coup sec le bras de sa fille Louisa et s'est dirigée vers la maison de ses voisins. Karen leur avait confié également un double des clés. En retournant chez elle, Karen a inspecté toute sa maison et n'a trouvé personne à l'intérieur. Et plus elle y pensait, plus elle se sentait ridicule et se disait qu'elle devait avoir tout imaginé. Karen dit que le cerveau humain a tendance à tout rationaliser et à trouver une explication logique à tout. Et elle dit qu'elle se voyait mal appeler la police. Qu'est-ce qu'elle leur aurait dit? Ils la prendraient pour une folle. Elle précise que ce jour-là, elle n'a rien dit à Louisa de ce qu'elle avait vu pour ne pas l'effrayer. Elle a prétendu qu'elle a réagi comme ça parce qu'elle avait vu un nid de guêpe au-dessus de la fenêtre et qu'elle voulait la mettre en sécurité chez les voisins. Elle dit qu'elle a passé la nuit à ressasser ce qu'elle avait vécu. Et plus le temps passe, plus elle a l'impression que ce qu'elle a vu était vraiment réel et pas juste son imagination. Elle n'a jamais revu ce genre d'apparition depuis, mais se demande encore aujourd'hui ce qu'était cette chose et ce qu'elle voulait. Voilà, j'ai terminé de vous raconter les 3 histoires. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo et à me dire dans les commentaires quelle est l'histoire qui vous a fait le plus peur. N'hésitez pas également à participer au sondage pour essayer de deviner quelle est l'histoire que j'ai inventée. Et si le sondage est terminé, vous pouvez cliquer ici sur ce lien pour accéder à la vidéo. Puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Et n'hésitez pas également à vous abonner à mon compte Instagram Lilith Showbiz. Je fais souvent des stories et je poste régulièrement des photos. La citation du jour est « Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leur âme ». Au revoir les poussins.